Bonjour Alain Juillet, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Ben moi aussi, je suis ravi de vous rencontrer. Merci. Vous êtes un puits de sciences politiques. Je vais décrire rapidement votre parcours, mais pas dans les détails, sinon nous en aurions pour 3 heures. Oui, c'est vrai. Vous êtes né à Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes diplômé entre autres de HEC, de l'Université de Stanford, de l'Institut des hautes études de défense nationale dans les années 80, de l'Institut des hautes études de sécurité intérieure, promo 90. Vous avez ensuite été directeur du renseignement de la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure, puis haut responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre François Fillon. 3 premiers ministres. François Fillon, il n'y a pas d'apport, mais avant j'avais fait Villepin et avant j'avais fait Raffarin. Merci de le préciser. Monsieur Raffarin, Monsieur Villepin et Fillon, qui a eu une certaine continuité. Je vois. Ou longévité, comme on peut dire. Et vous êtes également l'un des fondateurs de la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française. Absolument. Dont vous êtes le premier grand maître. J'ai été le premier grand maître, oui. Comme vous le savez, il y a beaucoup de fantasmes autour de la franc-maçonnerie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, à nous, les profanes, comment cela fonctionne ? Si vous voulez, le principe est très simple en définitive. D'abord, il faut revenir à l'origine. Je ne veux pas être trop long, mais pour bien comprendre, il faut revenir à l'origine. Avant la Révolution française, et en Angleterre, c'était pareil. Il y avait, c'était des royautés, et dans lesquelles les gens ne pouvaient pas s'exprimer totalement librement, parce qu'il y avait des agents du pouvoir, du royaume, qui étaient là pour surveiller qu'on ne disait pas des choses contraires aux règles, à la pensée unique, on dirait maintenant la pensée unique. Donc, les gens de la bonne société, les nobles ou la bonne bourgeoisie, voulaient pouvoir discuter, mais ils ne savaient pas comment faire. Et ils sont aperçus qu'il y avait des ouvriers qui se réunissaient dans des loges, qu'on appelle une loge, c'est-à-dire des associations d'ouvriers qui se réunissaient dans une pièce dans laquelle ils parlaient de leurs problèmes, et c'était totalement fermé, et ne pouvaient rentrer que ceux qui faisaient partie de ces compagnons. À l'époque, c'était des compagnons, comme ça qu'on appelait les ouvriers très qualifiés. Donc on ne pouvait rentrer que si on était membre de cette loge. C'est impossible autrement. Et donc à un moment, ça a commencé en Écosse, puis en Angleterre, puis en France, il y a des gens des nobles et de la bonne bourgeoisie qui ont obtenu un accord de ces loges pour pouvoir y venir. Et dans ces loges, on pouvait discuter sans problème, puisque tout le monde se connaissait, on savait qu'il n'y avait pas donc d'espions à la solde du pouvoir. Donc c'était ça, c'était un lieu de liberté où on pouvait échanger. Ça, c'était la base, si vous voulez. C'est comme ça que c'est parti. Ensuite, quand il y a eu un peu plus de libéralisme, quand le roi d'Angleterre, et surtout le roi de France, quand il a autorisé les loges purement maçonniques, si vous voulez, les frères maçons, ça vient de là, les origines, c'était des compagnons maçons, charpentiers et autres. Et donc, les frères maçons, le roi les a autorisés à se réunir. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un certain nombre de la haute noblesse, de membres de la très haute noblesse, qui faisaient partie de ces loges et qui discutaient dans les loges. Et là, aussi bien en Angleterre qu'en France, tout le monde s'est rendu compte que c'était très intéressant parce que se regroupaient des gens qui, en général, réfléchissaient de bon niveau. Donc des leaders, si vous voulez, des leaders d'opinion, des leaders professionnels, des leaders politiques. Et ça a été la base, en définitive, de la maçonnerie. C'est-à-dire que les loges ont été un foyer dans lequel, toutes les loges étaient des foyers dans lesquels les gens de bonne qualité, intellectuels, techniques, professionnels, se retrouvaient, échangeaient et émettaient des idées en toute liberté, puisqu'il n'y avait pas de contrôle. Alors, ça, c'est comme ça que ça s'est développé. Alors, avant la Révolution française, les grandes, avec Voltaire, Diderot, enfin, toutes les grandes loges françaises, elles ont construit la Révolution, il faut le dire. La plupart des idées de la Révolution sont venues des loges. Et ensuite, les loges ont eu un rôle politique. Alors, en Angleterre, pour soutenir l'État, donc le royaume, et le grand maître est toujours traditionnellement en Angleterre un membre de la famille royale, c'est vous dire que c'est contrôlé, c'est le duc de Kent, pour être précis, c'est officiel donc on peut le dire, et donc
Et l'objectif des loges en Angleterre, et ça ils avaient vu ça avec Napoléon, qui l'avait fait en France aussi, c'était dans tous les pays que les colonies, le Commonwealth, c'était à travers les loges d'identifier les meilleurs des autochtones, qu'on mélangeait avec des représentants anglais, qui étaient sur place, et on détectait les meilleurs pour ensuite en faire les responsables de l'État. Donc dans tout le Commonwealth, ce sont les francs-maçons qui ont pris, les francs-maçons autochtones, qui ont pris les rênes du pouvoir, vous voyez, dans tous ces pays-là. Et bien sûr, avec de fortes amitiés avec les Anglais avec qui ils avaient été en loge, ce qui fait qu'il y avait une fidélité à la couronne, à travers tout ça, à travers ces liens. En France, ça a été un peu différent. On a eu, dans un premier temps, après la Révolution française, on a eu les loges qui se sont mêlées de la politique, au XIXe siècle, au XXe siècle. Les loges, beaucoup de gens dans les loges faisaient des analyses politiques, c'est le fameux Grand Orient, l'obédience française qu'on appelle le Grand Orient, faisaient des analyses politiques et de nombreux ministres sortaient de ces loges. Ensuite, vous avez eu, il y avait plusieurs obédiences, parce que les obédiences, en fait, c'est des groupes de loges. Il y en avait plusieurs en France. Il y avait la Grande Loge de France et il y avait le Grand Orient. Essentiellement, c'était les deux principales. La différence étant, l'un était plus politique, le Grand Orient, et l'un plus symbolique, c'est-à-dire réfléchissant à la spiritualité, je dirais, aux finalités de la vie, de ce qu'on doit faire sur Terre. C'est plutôt la Grande Loge. Et il y avait donc une participation politique et beaucoup d'idées qui ont émergé au niveau des États viennent de la franc-maçonnerie. L'IVG, on vient de mettre dans la Constitution l'IVG. Il ne faut pas oublier, on parle toujours de Simone Veil, mais le premier qui a lancé l'idée au Parlement, c'est un franc-maçon. Et ça avait été préparé par les loges franc-maçonnes. Il y a quantité de choses qui ont été amenées, je dirais, au niveau de l'État, au niveau des votes dans l'État, par les francs-maçons. Alors il y en avait toujours beaucoup en France dans les gouvernements. Dans les gouvernements du général de Gaulle, dans les gouvernements de Mitterrand, je me souviens à l'époque du président Mitterrand, il y avait en moyenne 12 à 15 ministres francs-maçons, c'est-à-dire que presque la majorité était franc-maçon. Et tout le monde raconte l'histoire. Avant, c'était avec Léon Blum, quand Léon Blum était Premier ministre, où il y avait un vote à l'Assemblée où il était minoritaire. Et l'Assemblée, à l'époque, était majoritairement franc-maçonne. Il a fait un signe franc-maçon qui demande l'aide de ses frères. C'est un signe qu'on peut faire pour demander l'aide des frères quand ça va mal. Il a fait le signe à la tribune de l'Assemblée et il a eu la majorité. Donc là, vous voyez, alors personne n'a compris comment il a pu faire, sauf ceux qui étaient francs-maçons, qui savaient parfaitement ce qui était passé. Donc c'était une force politique considérable pendant le 19e, 20e siècle. C'est vrai qu'au 21e siècle, c'est tombé. Aujourd'hui, les francs-maçons sont non. Bon, il y en a toujours, mais bien sûr, il y en a, ils sont nombreux, mais ils sont moins nombreux qu'ils n'étaient à une époque, et surtout, ils ont beaucoup moins d'influence qu'ils n'avaient à une époque. Il n'y a pas, depuis 15 ans, il n'y a pas une loi, par exemple, qui a été inspirée par les francs-maçons. Alors qu'avant, c'était tout le temps. C'était plusieurs, et des grosses lois. Quand je parle de lois, les lois importantes, les lois fondamentales, bon, il y en avait tout le temps. Aujourd'hui, c'est fini. Donc la franc-maçonnerie a basculé, indiscutablement, beaucoup plus sur le côté spirituel, à savoir les gens qui... alors, c'est quoi aujourd'hui la franc-maçonnerie? Pour la plupart des gens, c'est quand vous avez fait... c'est un peu caricatural, un peu simpliste, si vous voulez, mais pour définir en gros, c'est quand vous avez fait votre vie, vous avez considéré que vous avez réussi votre vie professionnelle, votre statut social, votre famille et autres, il arrive tôt ou tard un moment où vous dites, mais dans le fond, et moi là-dedans, moi, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis rien. Moi, j'ai rien fait pour moi, j'ai bossé pour les autres, j'ai travaillé, j'ai développé ma famille, j'ai réussi ci, j'ai réussi ça, j'ai de l'argent ou j'ai pas d'argent, mais... Bon, et après quoi? And so what, comme disent les Américains. Et c'est là où les gens rentrent souvent en maçonnerie, donc vers la quarantaine, cinquantaine, ils rentrent en maçonnerie pour aller y chercher quelque chose. La question, c'est, il y a deux éléments. Dans un monde qui est très individualiste aujourd'hui, où c'est du chacun pour soi, les gens, ils ont besoin de se retrouver.
avec des gens avec qui ils puissent parler sans se faire tomber dessus, sans se faire insulter, si vous voulez. Un monde qui est sans sectarisme, voilà, qui est ouvert et tolérant. Hein. Donc, ils se retrouvent dans des loges où la tolérance est pratiquée par tout le monde, on écoute tout le monde, on admet les idées de tout le monde, on n'approuve pas forcément, on les admet, on pratique la discussion et on essaie de s'entraider, de s'aider. Hein, bon. Donc, ils trouvent un monde qui est très différent du monde moderne, mais qui en même temps va leur permettre, alors, à côté de ça, de travailler sur des thèmes philosophiques, symboliques et autres, qui vont leur permettre de réfléchir à leur vie, à la finalité de la vie, que ce soit ensuite avec l'appui d'une religion, parce que c'est bien ça, soit quand on est athée, parce que chez les francs-maçons, vous pouvez avoir votre propre religion ou être athée, ça n'a aucune importance. Ce qu'on vous demande, c'est d'être laïque. C'est ça le concept de laïcité, le concept de laïcité qui est un concept essentiel en maçonnerie et qui aujourd'hui est relancé, mais est mal relancé avec tous les problèmes qu'on a, et si on pourra en parler si vous voulez, il est mal relancé parce que les gens confondent laïcité et sectarisme. C'est-à-dire que la laïcité, c'est vous pouvez pratiquer chez vous la religion que vous voulez, vous pouvez croire ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Si c'est chez vous, il n'y a aucun problème. Mais si c'est dans un lieu commun, c'est-à-dire la République, ou dans une loge, hein, ou dans une réunion haute, alors là, vous devez respecter les autres, donc vous ne devez pas imposer votre vision. À la rigueur, vous pouvez en discuter, mais vous ne devez pas l'imposer. Voilà, c'est ça. Voilà ce que je peux dire sur la maçonnerie. Et dans cet esprit-là, ça marche de mieux en mieux, on s'aperçoit. Et ce qui est curieux, c'est qu'on commence à voir arriver des jeunes générations qui viennent plus tôt qu'avant, parce qu'ils sont beaucoup plus perdus qu'avant du fait qu'ils sont totalement isolés dans le monde moderne. Voilà. L'idée que des rites maçonniques existent est-elle fondée ? Alors, ah oui, mais alors le rite, mais il faut savoir ce que c'est qu'un rite. Le rite, c'est pas un truc satanique. Hein. Le rite, c'est une série... Enfin, ce sont des textes hein, qu'on lit, mais qui ont des références symboliques et qui vont faire que... Alors, c'est un grand mot, parce que surtout que je vais vous parler de laïcité, mais en réalité, le rite va vous permettre de sacraliser l'endroit où vous êtes. Pour qu'on puisse s'exprimer librement quelque part, il faut que tout le monde soit d'accord pour jouer les règles du jeu. Le rite, c'est ce qui va permettre à chacun d'échanger en respectant les règles du jeu total. Il y a un certain nombre de règles, si vous voulez, voilà, de règles. Et ces règles, ça commence quand on rentre en maçonnerie en jurant que toujours on respectera les règles et les lois de la République. Déjà. Hein Et quand on est dans ce qu'on appelle l'agape, ou quand on boit dans les agapes au repas fraternel des frères, hein, le premier toast qu'on porte, c'est au président de la République française et à tous les souverains et présidents qui soutiennent la franc-maçonnerie. C'est vous dire qu'on n'est pas du tout révolutionnaire et tout, c'est pas du tout ça. Ça va beaucoup plus loin. La franc-maçonnerie a-t-elle été remplacée par le Forum économique mondial, par exemple ? Non, alors il y a eu effectivement derrière, si vous voulez, il y a eu quand un certain nombre de groupes de pression se sont rendus compte que la franc-maçonnerie au niveau international, hein, puis il y a des grandes loges partout, dans le monde entier, principalement dans les pays occidentaux, mais en Afrique, en Amérique du Sud, partout il y en a. Hein. Quand on a vu l'influence de ces grandes loges partout, il y en a d'autres qui se sont dit, mais est-ce qu'on ne peut pas adapter ce qu'ils font à nos visions? Alors effectivement, il y a les groupes, hein, les associations, mais quand vous êtes uniquement économique, ça n'a rien à voir, si vous voulez, parce que vous restez dans des problèmes contingents, alors que quand vous êtes franc-maçon, vous ne restez pas là-dessus. L'économique, c'est pas l'important. L'économique n'est que, pour le franc-maçon, l'économique n'est qu'un moyen pour améliorer la vie des citoyens. Le problème, c'est l'amélioration de la vie de chacun d'entre nous. Comment faire pour améliorer la vie de chacun d'entre nous? Et en comprenant que l'argent n'est pas le seul moyen, loin de là, contrairement, c'est ce que vous nous faites croire, la civilisation moderne. Matérialiste. Très matérialiste, trop matérialiste. Hein, les francs-maçons sont... Quoi qu'on en dise, sont spiritualistes. Même au Géo, si vous voulez, les plus matérialistes du Géo sont déjà des spiritualistes. C'est ça qui est pas toujours facile à comprendre, mais c'est comme ça. Ceci dit, il y a
il y a quand même, comment dirais-je, des idéologies au Forum économique mondial, par exemple, ou dans des think tanks qui ne réfléchissent pas mais ça, vous purement pouvez avoir toutes les idéologies que vous voulez. En franc-maçonnerie, il n'y a pas d'idéologie, hein, puisqu'on écoute tout le monde, on est fraternel, on est tolérant et fraternel. Mais il y a effectivement les autres, si vous voulez, la différence entre des associations, je dirais, politiques, politico-philosophiques, ou des sectes d'ailleurs, c'est pas ou même des religions, c'est qu'il y a une idéologie que vous êtes obligé d'accepter. Alors qu'en franc-maçonnerie, non, il n'y a pas d'idéologie. Une fois que vous avez accepté le rituel qui permet la discussion et les échanges, qui permet de travailler ensemble et de réfléchir ensemble, hein, parce que c'est le cadre, une fois que vous avez accepté le cadre, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez, y compris de partir, hein, ce qui n'est pas possible dans une secte. Hein. Vous êtes libre, alors que, effectivement, dans beaucoup d'organisations humaines, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein, donc, comme effectivement les forums et autres, bon. Qui ont l'ambition de peut-être de créer une Bible transhumaniste. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, non, nous, c'est pas du... Oui, j'ai entendu parler de transhumanisme. Non, moi, je crois que... non, les francs-maçons, on ne peut pas dire les francs-maçons ne sont pas transhumanistes pour une raison très simple, c'est que, par essence, si vous voulez, puisque pour nous, on peut dire, l'homme est une création magnifique, hein, et qui peut s'élever, qui peut s'améliorer encore, si vous voulez. Donc, dans cette recherche d'amélioration permanente de l'individu dans toutes ses facettes, hein, c'est pas du tout le transhumanisme. Nous, on est centré sur l'homme, sur l'humain, si vous voulez. Hein, et parce qu'on pense que chaque individu, chaque homme, chaque femme, chaque être humain, si vous voulez, a de vraies capacités qu'il ignore, qu'il peut développer, qui lui permettront de mieux vivre, qui lui permettront de mieux se sentir, de mieux comprendre qu'il est sur Terre pour une période temporaire, hein, mais qu'il peut remplir très bien. Ensuite, il y a ceux qui vont vous dire « mais derrière, il y a autre chose ou pas », mais c'est pas important, parce que qu'on soit athée ou qu'on soit croyant, de toute manière, on va vivre mieux sa vie, et je dirais même sa mort. Parce qu'on perd la peur de la mort. Un bon franc-maçon qui est arrivé au bout du chemin de la réflexion, il n'a pas peur de la mort parce qu'il sait que ce n'est qu'une étape. Très bien. Évidemment, ça va très loin par rapport à... Vous voyez qu'on est loin de la politique, là. Très loin, très au-dessus même. Ouais.